Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un approfondissement par rapport à l'orthogonalité dans l'espace. On va essayer de voir comment on peut trouver un vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF et aussi un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents. Alors avant d'aborder les deux exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous faire une introduction géométrique. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé au vecteur I, vecteur G, vecteur K. On considère deux vecteurs qui ne sont pas collinaires, U et V, et ils sont donnés. On les connaît, U et V. Et on veut trouver un vecteur W orthogonal au vecteur U et V. Alors voilà une idée simple. On va considérer le plan que j'ai appelé R de repère point O, vecteur U, vecteur V. Et puis on sait que par rapport à ce plan R, il existe une droite qui va être orthogonale à ce plan passant par le point O. Cette droite, je vais l'appeler delta. Et puis un vecteur directeur de la droite delta, ça peut être le vecteur W qu'on cherche. Alors attention, il y a une infinité de vecteurs directeurs de la droite delta, c'est tous les vecteurs qui pourraient s'écrire TW avec T appartenant à R étoile, puisqu'on n'a pas le droit à T égale 0. Donc voilà le problème. Alors évidemment, le souci, c'est qu'on connaît U et V, et comment trouver W. Alors, je vais utiliser une petite astuce. On va essayer de faire apparaître deux plans de la figure qui contiennent la droite delta. Donc, comment obtenir cette droite delta? Eh bien, si je vous avais posé la question déjà de trouver un plan de la figure qui contient delta, mais un plan qui est en relation avec soit le vecteur U, soit le vecteur V, eh bien, on sait que le vecteur W est orthogonal au vecteur U, donc j'ai envie de dire presque naturellement, on a envie d'introduire le plan passant par le point O et de vecteur normal U. C'est donc ce qu'on va faire pour commencer. Donc le plan P passant par le point O, et de vecteur normal U contient la droite delta. Et on sait obtenir une équation cartésienne du plan P, puisque on connaît le vecteur normal, on connaît un point de ce plan. Donc voilà une figure réalisée avec GeoGebra. Et ce plan P contient bien la droite delta. Et ce qu'on a fait avec le vecteur U, on va le faire avec le vecteur V. Donc on va introduire le plan Q passant par le point O et de vecteur normal V qui contient la droite delta. Et on sait obtenir une équation cartésienne du plan Q. Et donc la droite delta va être l'intersection des plans P et Q, à condition qu'évidemment les plans P et Q soient séquents, et on le justifiera dans le premier exercice. Donc la droite delta est l'intersection des plans P et Q. Et donc ce qu'on fera, c'est qu'à partir des équations cartésiennes des plans P et Q, on peut obtenir une représentation paramétrique de la droite delta. Et ainsi, à partir de cette représentation paramétrique, on peut obtenir un vecteur directeur de la droite delta, et ce vecteur sera forcément orthogonal au vecteur U et V. Alors on fera plus simple dans l'exercice 2, mais dans l'exercice 1, on va utiliser cette démarche. Exercice 1, donc l'espace est muni d'un repère orthonormé au vecteur I, vecteur G, vecteur K, et là on va considérer les vecteurs U de coordonnées 1, 0, 2 et V de coordonnées 1, moins 4, 3. Question 1, vérifier que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Question 2, P est le plan passant par le point O et de vecteur normal U, déterminer une équation cartésienne du plan P. Troisièmement, Q est le plan passant par le point O et de vecteur normal V, déterminer une équation cartésienne du plan Q. Question 4a, justifier que les plans P et Q sont séquents. Petit b, on appelle delta la droite d'intersection des plans P et Q, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta, donner un vecteur directeur n de la droite delta. Alors, jusqu'à cette question 4a, c'est tout à fait au programme de terminale. Cette question-là,
C'est là où on commence à un petit peu approfondir. Et puis question 5, déterminer un vecteur non nul W de coordonnées x, y, z, tel que le vecteur U soit orthogonal à W, le vecteur V soit orthogonal à W, donc le vecteur W sera un vecteur non nul orthogonal aux deux vecteurs U et V, qui ne sont pas collinaires. Donc, correction de cet exercice 1. Donc, la première question, c'était de vérifier que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Donc, je redonne les coordonnées des vecteurs U et V. Et puis, je les place dans un tableau où on a indiqué à une ligne le vecteur U, à une autre ligne le vecteur V, les vecteurs I, J, K qui sont les vecteurs de base. Donc on peut lire U, le vecteur U, c'est 1 vecteur I plus 0 vecteur J plus 2 vecteurs K. Le vecteur V, c'est 1 vecteur I moins 4 vecteurs J plus 3 vecteurs K. Donc la question pour savoir si les vecteurs sont collinaires ou pas, c'est de regarder le tableau constitué par ces 6 nombres 1, 0, 2, 1, moins 4, 3 et essayer de voir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors, il paraît à peu près clair que ça n'est pas un tableau de proportionnalité. On va commencer par prendre déjà tout simplement les deux premières colonnes et puis se poser la question de savoir si le tableau 1, 0, 1, moins 4 est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors, il y a plusieurs critères. Bon, je vais utiliser le fait que 1 divisé par 1 n'est pas égal à 0 divisé par moins 4. C'est simple. 1 n'est pas égal à 0. Donc, de ce fait, les triplés, les couples 1, 0 et 1, moins 4 sont pas proportionnels. Donc, les triplés 1, 0, 2 et 1, moins 4, 3 ne sont pas proportionnels. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Bon, il y a d'autres façons pour démontrer que deux vecteurs ne sont pas collinaires. Peu importe. Question 2. P est le plan passant par le point O, origine du repère orthonormé, de vecteurs normaux. Le vecteur U détermine l'équation cartésienne du plan P. Alors, on sait qu'on a besoin d'un point du plan et d'un vecteur normal au plan pour trouver une équation cartésienne. Alors, on connaît le point O, 0, 0, 0 et le vecteur U, 1, 0, 2. Donc, le plan P a pour équation 1x plus 0y plus 2z égale 1xo plus 0yo plus 2zo. Si on veut se ramener une propriété du cours, alors, je rappelle que devant x, on met l'abscisse du vecteur u, devant y, on met l'ordonnée du vecteur u, et devant z, on met la cote du vecteur u. Bien évidemment, le deuxième membre 0, puisque 1 fois 0 plus 0 fois 0 plus 2 fois 0 égale 0. Donc, on obtient une équation cartésienne du plan P, ici, qui est x plus 2z égale 0. La variable y n'apparaît pas, bon, ça arrive. Question 3, Q est le plan passant par le point O et de vecteur normal V. Déterminer une équation cartésienne du plan Q, donc on procède de la même façon qu'à la question 2 et on va obtenir que le plan Q a pour équation cartésienne 1x moins 4y plus 3z égale 0. 4A, justifier que les plans P et Q sont séquents. Alors j'ai envie de dire, pour montrer que les plans P et Q sont séquents, il s'agit de démontrer que les plans P et Q ne sont pas parallèles. Or, on connaît un vecteur normal au plan P et on connaît un vecteur normal au plan Q. Ça va nous faciliter la tâche. Parce que deux plans de l'espace sont parallèles, si et seulement si un vecteur normal de l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Or ici, on sait que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Donc les plans P et Q ne sont pas parallèles. Et deux plans qui ne sont pas parallèles dans l'espace sont des plans séquents. Et on sait qu'ils se coupent suivant une droite, selon une droite. 4B, on appelle delta la droite d'intersection des plans P et Q. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Alors c'est là que ça va être un peu plus difficile. Donc, le point M de coordonnées x, y, il appartient à la droite delta, ça signifie qu'il appartient au plan P et Q. Donc, le point M qui appartient au plan P, ça signifie que x plus 2y égale 0. Et le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan Q, ça signifie que
x moins 4y plus 3z égale 0. Ça veut dire qu'on est amené à résoudre un système de deux équations à trois inconnus qui sont les réels x, y, z. Ce système, c'est x plus 2z égale 0 et x égale moins 4y plus 3z égale 0. À la première ligne, on a une équation cartésienne du plan P, à la deuxième ligne, une équation cartésienne du plan Q. Alors, je vais coder un petit peu, comme j'ai l'habitude de faire. On va poser la première équation, x plus 2z égale 0, et la deuxième équation, x moins 4y plus 3z égale 0. N'ayez pas peur les aboiements de ma chienne. Alors, l'équation est va être intéressante parce que y n'apparaît pas, ce qui fait qu'on va pouvoir exprimer facilement x en fonction de z. X égale moins 2z. Maintenant, on va aller chercher la deuxième équation, et vu que x égale moins 2z, dans la deuxième équation est 2, on va remplacer x par moins 2z. De ce fait, on va obtenir moins 2z, moins 4y plus 3z. Donc, dans le premier membre, il reste que y et z, et donc on va obtenir 4y égale z. Donc, on a réussi à exprimer aussi finalement y en fonction de z. Y, c'est 1/4 de z. Ça veut dire qu'on va avoir une infinité de solutions. On s'en doutait un peu, vu la production géométrique, puisqu'on sait que l'intersection de ces plans de P et Q, c'est une droite delta, et on veut une représentation paramétrique de cette droite delta. Bon, qu'est-ce qu'on a obtenu? X égale moins 2z et y égale z, 4y égale z. Alors, on va utiliser une petite astuce pour pouvoir obtenir une représentation paramétrique de paramètre petit t, la droite delta. Alors, ça pourrait vous surprendre un peu. Ici, pourquoi j'ai pris z égale moins 4t? Je peux toujours dire, je pose la variable t égale à moins 1/4 de z, par exemple. Ben, ça va permettre déjà de faire apparaître le fameux paramètre t. Et puis, pourquoi moins 4? Ben, parce que ici, quand on a 4y égale z, en prenant pour z un multiple de 4, j'ai envie de dire, on va pouvoir avoir y de manière à peu près simple. Bon, alors x, comment il va s'exprimer? X était moins 2z, donc x c'est moins 2 fois moins 4t, donc x égale 8 fois t. 4y égale z, donc 4y c'est moins 4t, donc ça permet d'obtenir y égale moins t. Bon, il y a d'autres façons de faire, hein, mais... Et donc, on va pouvoir affirmer qu'une représentation paramétrique de la droite delta est x égale 8t, y égale moins t, z égale moins 4t, t appartenant à R. Et à partir de cette représentation paramétrique de la droite delta, on sait trouver un vecteur directeur. Il suffit de prendre les coefficients devant le paramètre t. Donc ici, on va avoir, grâce à l'équation x égale 8t, on va obtenir 8. Y égale moins de t, on obtient y égale moins 1, z égale moins 4t, on obtient z égale moins 4. Il suffit de prendre en fait ici comme valeur du paramètre t, t égale 1. Et donc la droite delta pour vecteur directeur, un vecteur n de coordonnées 8, moins 1, moins 4. Donc on a en fait notre vecteur orthogonal au vecteur u et v, c'est ce vecteur n. Mais on a aussi évidemment lambda n, avec lambda réel différent de 0. On pourrait très bien dire, on a aussi le vecteur de coordonnées moins 8, 1, 4, suffit de prendre l'opposé du vecteur n, c'est aussi un vecteur orthogonal au vecteur u et v. Question 5, déterminer un vecteur non nul W de coordonnées x, y, z, tel que le vecteur u soit orthogonal au vecteur w et v orthogonal au vecteur w. Ben, on en connaît un maintenant. Alors ici, au début, je vais faire comme si c'était quasiment la seule question de l'exercice. Alors comment ferait-on? Eh bien, on a le vecteur u de coordonnées 1, 0, 2 et le vecteur w de coordonnées x, y, z.
Puisqu'on nous dit que le vecteur U et le vecteur W sont orthogonaux, ça signifie que le produit scalaire des vecteurs U et W vaut 0. Ça signifie encore que, produit des abscisses des deux vecteurs, plus produit des ordonnées des deux vecteurs, plus produit des codes des deux vecteurs égale 0. Et on obtient x plus 2z égale 0. Tiens. Le vecteur V de coordonnées 1, 4, 3 et le vecteur W de coordonnées x, y, z. Alors, le vecteur V est orthogonal au vecteur W si et seulement si le produit scalaire des vecteurs vaut 0, si et seulement si le produit des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des codes vaut 0. Et donc, on va obtenir x moins 4y plus 3z égale 0. Tiens. Donc, ici, on obtient une équation cartésienne du plan P. Ici, on obtient évidemment une équation cartésienne du plan Q. Ce qui fait que notre idée géométrique était, selon moi, intéressante. Donc, en fait, on est amené à résoudre le système de deux équations à trois inconnus réels x, y, z suivant. Alors, une remarque que j'ai pas faite tout à l'heure, mais on a moins d'équations que d'inconnus, et donc, en général, il y a une infinité de solutions. Bon. Et là, évidemment, on peut choisir vecteur W égale au vecteur N. Donc, le vecteur W, il est bien orthogonal au vecteur U de coordonnées 1, 0, 2 et V de coordonnées 1, 4, 3. Alors, je vais peut-être pas aller chercher GeoGebra, mais voilà une figure que j'avais réalisé avec le plan P, le plan Q et puis la droite delta. Ici, c'est juste pour vérifier les choses. Et la droite delta, voilà ce que donne GeoGebra. Il écrit ça comme ça, grand X. Mais en fait, le grand X correspond à X, Y, Z. Et puis, il vous donne un point, le point haut de coordonnées 0, 0. Plus un paramètre, GeoGebra l'appelle lambda. Et il multiplie par un vecteur qui est ici le vecteur que nous avons appelé N ou W. Et puis en faisant varier un paramètre T, évidemment, on va avoir la possibilité d'avoir d'autres vecteurs orthogonaux, vecteur U et V. C'est le vecteur TW. Petite cerise sur le gâteau, utilisation du calcul formel du logiciel GeoGebra. Et donc, si on veut résoudre le système des deux équations, il suffit de taper résoudre, alors une parenthèse, une accolade, alors x plus 2z égale 0, c'était notre première équation. X moins 4y plus 3z égale 0, c'est notre deuxième équation, et on l'indique quand même en général les inconnus, donc ici x, y, z. Alors GeoGebra, bon, sauf cas particulier, a tendance à, à vous mettre la réponse avec x et y en fonction de z, ce qu'on a fait dans l'exercice. Donc x égale moins 2z, y égale un quart de z, et z égale z évidemment. Donc voici une autre représentation paramétrique de la droite delta. Alors, pour obtenir évidemment un vecteur directeur, ici j'ai pris le même système, sauf que j'ai considéré que z égale moins 4. Donc il va me donner une solution de x, y, z qui va avoir z égale moins 4, et il calcule automatiquement x égale 8, y égale moins 1, z égale moins 4. On retrouve le vecteur n ou w que nous avions trouvé. Et puis, je me suis aperçu que, puisque à un moment donné, on avait posé z égale moins 4t, en ajoutant z égale moins 4t dans la résolution, et en écrivant que les inconnus sont x, y, z, il nous donne une représentation paramétrique de la droite delta, une autre qui est celle que nous avons trouvée. Joli. L'exercice 2, donc l'espace est toujours muni d'un report normé au vecteur i, vecteur j, vecteur k, et là on va considérer deux vecteurs, le vecteur u de coordonnées moins 1, 2, 3 et le vecteur v de coordonnées 2, moins 2, moins 1. La première question, vérifier que les vecteurs u et v ne sont pas collinéaires. Et la deuxième question, déterminer un vecteur non nul w de coordonnées x, y, z, tel que le vecteur w soit orthogonal au vecteur u et v.
Donc ici, dans l'exercice 2, pas d'interprétation géométrique au départ. Voilà, mais je pense que vous avez les moyens de le résoudre avec une feuille et un stylo. Correction de l'exercice 2. Question 1, vérifier que les vecteurs I et V ne sont pas collinaires. Je vais procéder comme tout à l'heure. Donc on connaît les coordonnées des vecteurs U et V. Je les ai placés dans un tableau. Et puis on peut travailler par exemple avec les 4 derniers nombres ici. J'ai pris 2, 3, moins 2, moins 1. Et donc 2 divisé par moins 2 donne moins 1, 3 divisé par moins 1 donne moins 3, moins 1 n'est pas égal à moins 3, donc les triplés 1, 2, 3, 2, moins 2, moins 1 ne sont pas proportionnels, donc les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Question 2, déterminer un vecteur non nul W de coordonnées x, y, z tel que le vecteur U soit orthogonal au vecteur W et le vecteur V soit orthogonal au vecteur W. La démarche est celle de tout à l'heure. Connaissant les coordonnées des vecteurs U et W, on peut dire que U est orthogonal à W. C'est seulement si le produit scalaire des vecteurs U et W vaut 0. C'est-à-dire le produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes égale 0, et on obtient moins x plus 2y plus 3z égale 0. On procède de la même façon avec les vecteurs v et w. Alors je ne vais pas trop insister, on va obtenir une équation 2x moins 2y moins z égale 0. Donc on peut interpréter moins x plus 2y plus 3z égale 0 comme une équation cartésienne d'un plan passant par le point O et de vecteur normal, évidemment, moins 1, 2, 3, le vecteur U. On peut interpréter 2x moins 2y moins z égale 0 comme étant l'équation d'un plan passant par le point O et de vecteur normal V de coordonnées 2, moins 2, moins 1. Et on est amené, évidemment, géométriquement à chercher l'intersection des plans P et Q, qui sera une droite delta, qui aura pour vecteur directeur, notamment le vecteur W qu'on cherche. Bon, en fait, ici, on est amené à résoudre le système de deux équations à trois inconnus réels, x, y, z suivant. Moins x plus 2y plus 3z égale 0, 2x moins 2y moins z égale 0. Donc, je vais poser première équation que je vais appeler L1, qui va être moins x plus 2y plus 3z égale 0. Et puis L2 qui va être l'équation 2x moins 2y moins z égale 0. Alors ici, c'est un petit peu plus délicat que tout à l'heure parce que les vecteurs U et V n'ont pas de coordonnées nulles. Donc, voilà ce que je propose. On va essayer entre ces deux équations, par une opération algébrique, on va essayer d'éliminer, par exemple, x. Alors, dans la première équation, vous avez moins x, et dans la deuxième, vous avez 2x. Bon, il suffit de multiplier la première équation, L1 par 2, pour pouvoir faire apparaître quelque chose d'intéressant. Donc, on multiplie L1 par 2, et du coup, on va avoir moins 2x plus 4y plus 6z égale 0. On a multiplié tous les coefficients qu'on avait dans L1 par 2. Et la deuxième équation L2, je vous l'ai mise un petit peu en dessous pour qu'on voit mieux. Donc, 2x moins 2y moins z égale 0. Et on va ajouter membre à membre. Ce qui fait que moins 2x avec 2x, ça va disparaître. 4y avec moins 2y va nous donner 2y. Et 6z avec moins z va donner plus 5z. Alors je vais faire disparaître ce que j'ai écrit parce que j'avais plus trop de place. Donc on obtient 2y plus 5z égale 0. On peut exprimer y en fonction de z. Et ici je vais plutôt exprimer 2y en fonction de z. 2y c'est moins 5z. Alors, maintenant, on va essayer d'exprimer x en fonction de z. Alors, d'après l'équation L1,
qui était moins x plus 2y plus 3z égale 0, on va obtenir x facilement. X, c'est 2y plus 3z. Donc x, ça va être moins 5z plus 3z, puisque 2y, on l'a obtenu, c'était moins 5z. Et finalement, la x égale moins 2z. Bon, c'est là qu'on utilise en général la petite astuce qui consiste à dire on va poser z en fonction d'un paramètre t, on va choisir un coefficient sympathique. Alors pourquoi j'ai choisi moins 2 ici? C'est parce que 2y égale 5z, moins 5z. Bon, pour x, on n'aurait pas de problème. Ça peut être quand même en italique. Donc maintenant, on va exprimer petit x en fonction de t. On sait que petit x, c'est moins 2z, et moins 2 fois moins 2t va donner 4t. Alors 2y, on savait que c'était moins 5z, et comme z égale moins 2t, 2y égale 10t, et du coup y égale 5t. Donc on peut dire que x égale 4t, y égale 5t, et z égale moins 2t, et en fait, ici on obtient une représentation paramétrique de la droite delta qui serait l'intersection des plans P et Q. Alors en prenant t égale 1, on va obtenir un vecteur W qui va être orthogonal aux deux vecteurs U et V. Le vecteur W de coordonnées 4, 5, moins 2. Alors bien sûr, on pourrait vérifier que ce vecteur W est bien orthogonal au vecteur U et V en calculant le produit scalaire W scalaire U et W scalaire V pour voir si on n'a pas fait d'erreur de calcul par exemple. Allez, je viens de vous le faire, donc le produit scalaire des vecteurs U et W, c'est moins 1 multiplié par 4 plus 2 fois 5 plus 3 fois moins 2, donc on obtient moins 4 plus 10 moins 6, on obtient bien 0. Et pour les vecteurs V et W, le produit scalaire, c'est 2 fois 4, plus moins 2 fois 5, plus moins 1 fois moins 2. Donc on obtient 8 moins 10 plus 2, ce qui nous donne bien aussi 0. Donc on est bien rassuré. Petite cerise sur le gâteau, eh bien on va réaliser la figure correspondant à cet exercice 2 avec le graphique 3D de GeoGebra. Alors voilà comment on peut procéder, il y a d'autres façons. Donc vous avez le repère donné par GeoGebra dans l'espace, quasiment. Alors on va dans la barre de saisie, par exemple, taper P2 points, moins X plus 2Y plus 3Z égale 0. Et là apparaît un certain plan. Alors voilà ce plan que je peux colorier. Alors, en général, il vaut mieux utiliser des couleurs un petit peu pâles. Là, je vais prendre un bleu cyan. Après, vous avez l'opacité pour pouvoir la mettre plus ou moins forte. Alors, bon, disons 25. Dans Basic, vous pouvez indiquer une légende. Alors, c'est du langage LaTeX. Si vous mettez $P$, ça va vous normalement écrire P quelque part. Alors, il n'est pas facile à atteindre. Puis en plus, comme les couleurs sont pâles, alors, il y a d'autres façons de procéder. Donc, voilà le plan P. Et puis, on va construire le plan Q. Donc, dans la barre de saisie, je vais taper Q de point 2x moins 2y moins z égale 0. Donc voilà. Alors on va le colorier un peu. Prendre un petit rose, pas trop. Voilà, l'opacité à 25. Bon, on voit à peu près des choses. Bon, on va quand même créer l'origine du repère, point haut. Et puis on pourrait aussi créer en fait les vecteurs de base, alors avec des minuscules pour les vecteurs. I 1,0,0, J égale 0,1,0, K égale 0,0,1. Bon, je vais enlever un peu les axes du repère. Là, on voit que les vecteurs, souvent je les colorie.
vectorier en bleu, moi. Et puis, si on veut vraiment faire apparaître un vecteur dans la légende, il va falloir utiliser du langage LaTeX. Alors, de là, anti-slash overwrite arrow accolade i accolade de là. Alors, c'est pas simple à retenir, mais enfin, il suffit de taper dans le moteur de recherche comment écrire un vecteur avec le langage LaTeX. L-A-T-E-X. Alors, je vais le copier, CTRL-C, pour pouvoir le placer aussi pour le vecteur J. Alors ici, on va déplacer un petit peu le poireau. C'est pas toujours facile dans l'espace. Le vecteur X est en bleu. Le vecteur J, alors vous voyez, quand on clique droit sur le vecteur, parfois on voit pas les propriétés, on est embêté, il faut refaire un clic. C'est pour ça que je voulais vous le faire voir pour ceux qui éventuellement aimeraient travailler dans l'espace, des choses un petit peu délicates. Donc je vais placer J au lieu de I, et puis je vais colorier le vecteur K en vert, et dans basique, la légende, CTRL-V, je change I en K, évidemment. Bon, donc on va avoir une figure un peu plus intéressante. Alors, on peut zoomer. Alors, comment zoomer? Si on clique dans la figure, vous avez aussi la possibilité d'agrandissement. Alors, parfois, on perd les choses. Et puis, donc, avec la molette de la souris, si vous travaillez avec une souris, c'est quand même mieux, je trouve. Donc, on a le plan P, le vecteur J, pardon, qu'on va déplacer, et le vecteur K. Allez, on va les mettre un petit peu au bout des flèches. Voilà. Alors, le plan Q, on lui a pas donné de nom, donc je clique droit sur Q, propriété, $Q pour l'avoir en italique, à majuscule. Bon, est-ce qu'il va le placer quelque part sur la figure? Est-ce qu'on va le voir? Oui, si, bon, on peut pas toujours le déplacer. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment déplacer le graphique, alors soit vers le haut, soit de droite à gauche. Bon, vous voyez que parfois les plans se dessinent bien, parfois ils se dessinent pas. Tourner la vue graphique, ça permet parfois de visualiser un peu mieux ce qui se passe. Notamment là, les plans P et Q ont l'air d'être de se couper. Ah, il y a quelque chose que je voulais vous faire voir aussi. Vous pouvez grillager un peu les plans. Alors, on clique droit sur P, propriété, vous allez dans le style. Et puis, vous pouvez prendre une épaisseur de trait un peu plus importante, ce qui vous donnera, vous voyez, un petit, ça donne un grillage. Et pour le plan Q, on peut faire aussi la même chose, propriété, le style et un peu d'épaisseur. Bon, tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Alors évidemment, il y a des traits en pointillés quand ça fait pas partie de la figure, vraiment. Quand c'est des choses qui sont cachées. Alors, on va essayer de faire apparaître l'intersection des deux. Alors, moi, je vais reprendre un style qui va être réduit à 0. Vous voir le grillage. Et puis, vous voyez là, les annotations PQ sont parfois, elles disparaissent un peu. Le vecteur I n'est pas toujours bien placé. Le vecteur J, donc parfois, il faut faire des petites modifications pour que la figure soit propre. Alors, on va voir que l'intersection avec GeoGebra, parfois, ça peut être un peu embêtant. Alors, il y a un icône tout en haut, le deuxième, pour faire l'intersection a priori. Et puis, quand on clique sur P, ça va. On clique sur Q, ben, parfois, on n'y arrive pas. Bon. Alors, comment faire? Ben, comme on sait que c'est l'intersection qu'on veut, on peut même aller chercher dans l'aide saisie tout en bas à droite, et puis aller chercher les commandes, soit toutes les commandes, soit les commandes 3D. Ça permet de voir qu'il y a des choses qu'on peut définir, il y a des aides. Alors là, j'ai laissé échapper peut-être, et le mot intersection, il n'y est pas. Bon, pas de chance. Donc on prend toutes les commandes, et puis on va aller chercher l'instruction, alors évidemment c'est par ordre alphabétique, il y en a beaucoup. Intersection. Peut-être moyen d'aller plus vite, mais bon.
Alors, insérer, intersection. Et là, il y a une petite aide en dessous. Objet, objet, bon. Alors, on va coller, on va dire qu'on veut une intersection des plans PQ, et puis en plus, on veut l'appeler delta. On va voir comment il va l'appeler. Tiens, GeoGebra. Alors, en recliquant dans le point d'interrogation tout en bas à droite, on enlève l'aide de la saisie, l'appeler petit f. Alors déjà, on peut la renommer, cette droite. Moi, je l'avais appelée, je crois, delta tout à l'heure, donc on va l'appeler delta, qui est symbole. Puis je vais la colorier en vert pour avoir la même couleur que les plans. Et donc, voilà ma droite delta, et puis vous pouvez constater que voilà, on vous donne une représentation paramétrique de cette droite. Avec GeoGebra, je vais essayer de la caler dans la figure, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que parfois je les mets dans un autre graphique, un graphique plan, c'est plus facile. Vous voyez, il a disparu. Bon, je vais l'effacer. Donc dans la fenêtre algèbre, on a en fait un vecteur directeur. Il suffit de prendre lambda égale 1 et on va obtenir 4,5.2. Bon, bah allons-y, on va l'appeler W. 4,5,2 et le vecteur W, bah, il est un petit peu grand pour la figure, on peut essayer de réduire ou alors on se dit bah, on va soit réduire la figure mais on risque d'avoir des vecteurs IJK pas très grands ou alors le vecteur W, bah, on n'a qu'à le diviser par quelque chose. Allez, je vais le diviser par, je sais pas, 4, on verra bien. Et puis la légende, je vous rappelle, du LaTeX pour avoir le vecteur qui va être bien écrit. Alors, est-ce qu'on le voit apparaître? W, il est là, mais il est en rouge. Donc, on va le colorier en vert. Et puis, la droite delta, je vais la colorier aussi en vert, mais un vert plus clair pour qu'on voit mieux le vecteur directeur. Voilà, donc on voit un vecteur directeur W, la droite delta. Joli. On peut même lancer. Hein. Bon, c'est pas terrible. On anime et puis quand on clique dans la zone graphique, hop, ça s'arrête. Hein. Puis après, bah, on peut faire quelques petites modifications éventuellement. Voilà. Bon, la figure que j'avais réalisée pour cette vidéo, donc dans la fenêtre graphique, vous voyez que j'ai ajouté des points, le point U à l'extrémité du vecteur U, le point V à l'extrémité du vecteur V, et un point W à l'extrémité du vecteur TW. Alors comment je l'ai fabriqué? J'ai fabriqué un curseur et voilà, donc j'ai défini ce vecteur. Alors attention, pour t égale 0, évidemment, on n'a pas un vecteur directeur de la droite delta. Hein. Mais sinon, on a une infinité. Alors là, j'ai fait varier entre -1 et 1 le curseur pour qu'on voit à peu près sur la figure. Et puis, j'ai ajouté les angles. Hein. L'angle entre le vecteur U et le vecteur W, en fait, c'est l'angle géométrique UOW. Et l'angle VOW. Et puis, j'ai indiqué la mesure en degrés pour que ça soit à peu près clair. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Si vous avez un commentaire à me transmettre, n'hésitez pas. Un pouce levé m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, désormais à la retraite, si on veut. Il reste à vous dire le classique. Au revoir.